Le caractère obscurantiste du wokisme, il est lié à cette dimension morale qui cherche en réalité à mettre la science au pas d'une grille de lecture du monde qui est censée s'imposer à toutes les disciplines. Le wokisme semble être partout. Pas un jour sans que nous n'ayons à subir les fléaux d'un phénomène qui détruit à petit feu les fondements de nos sociétés occidentales. Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité Xavier Laurent Salvador. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, maître de conférences en langue et littérature médiévale à Paris 13. Et vous étudiez le phénomène du wokisme depuis plusieurs années. Et vous avez créé l'Observatoire d'éthique universitaire, anciennement du décolonialisme, un laboratoire d'idées qui cherche à défendre l'université contre les attaques du wokisme, justement. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, nous vous recevons à l'occasion de la parution aux presses universitaires de France de Face à l'obscurantisme woke, un livre écrit par 26 universitaires sous la direction d'Emmanuel Hénin, Pierre Vermeuren et vous-même. Alors, l'ouvrage défraie la chronique depuis quelques semaines, on en a entendu parler, nos lecteurs retrouveront ça encore plus en détail, même si on y reviendra sur le site. Un temps menacé de censure, par une gauche intellectuelle sur la défensive, le voici enfin, désormais en librairie. Et je commencerai par évoquer justement cette librairie des Pufs, qui a été vandalisée lors des manifestations d'extrême gauche du 1er mai à Paris, où on pouvait lire des slogans qui dénonçaient une propagande fasciste. Qu'est-ce que cela vous inspire ? D'abord, beaucoup d'amusement, à vrai dire, mais je ne devrais pas dire ça. Mais la manifestation, enfin, nos adversaires sont en ce moment nos meilleurs promoteurs. Et c'est avec beaucoup de plaisir, finalement, qu'on voit les ventes du livre augmenter à proportion de ce qu'ils essayent de le faire disparaître. On flirte un peu avec l'idéologie du brûlot et de l'autodafé, quand même, avec ces gens-là, qui ont été, donc, effectivement, dégradés les vitrines de l'éditeur et du libraire, donc Humansis, au cri de non à la propagande fasciste, etc., etc. Je soupçonne, à vrai dire, que leur mouvement est lié au fait qu'ils ont découvert que dans l'ouvrage, comme si on l'avait caché, il y avait notamment Céline Masson qui intervenait et qui est présidente de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui lutte contre les atteintes aux mineurs, enfin, notamment rendues possibles par l'idéologie de la transidentité. Alors ça prouve qu'ils n'avaient pas lu le livre, parce qu'en réalité, c'est un journaliste qui, à un moment, a dit dans une émission « Et parmi les contributeurs, il y a Céline Masson », et ça n'a pas loupé. 12 heures après, ils attaquaient l'éditeur. Alors ça nous dit deux choses, en réalité. Ça nous dit que ces gens qui se réclament de la science et du savoir sont plutôt du côté de l'inculture et de l'ignorance. Il y a quid de la liberté d'expression ? Et alors la liberté d'expression, c'est la leur aussi d'exprimer leurs revendications sans doute. Ils ont l'air d'être contre notre liberté d'expression et contre notre liberté académique, ce qui inspire chez moi un profond mépris. Mais on voit là l'imposture en fait de leur position. C'est qu'ils ne lisent pas en réalité ce à quoi ils s'opposent et ils nous imputent à nous ce dont ils sont responsables, eux. Et c'est la preuve de leur obscurantisme. Voilà. Et il n'y a rien d'autre à en dire en réalité. Voilà, ces gens-là s'opposent à des créatures de papier qu'ils ne lisent pas et ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est museler la parole de leurs opposants ou de leurs adversaires. Une censure. C'est une vraie censure. Qui a failli être effective pour cet ouvrage. Et est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la polémique qui a éclaté il y a un mois, où finalement le livre a failli ne jamais paraître ? Absolument. Ça a été un coup de tonnerre dans un ciel d'été, à 10 jours de la parution, pour tout vous raconter, alors puisque nous sommes entre nous, chers auditeurs, moi j'étais tranquillement dans mon salon à préparer les examens pour mes étudiants, quand je reçois un coup de téléphone d'un collègue qui me dit « Mais tu te rends compte que ton livre ne paraît pas ?» Un lundi, je lui dis « Mais de quoi parles-tu » Il me dit « Mais tu sais, le livre sur le wokisme, il ne paraîtra pas. » Je lui dis « Mais comment le sais-tu toi et pas moi d'abord ?» Elle me dit « Ah, moi je lis Libération. » Je lui dis « Ah bah super, d'accord, mais écoute pas moi. » Et effectivement, il avait appris en lisant Libération et le Nouvel Obs, que 2 articles étaient parus pour dire que les Pufs renonçaient à publier notre livre pour, je cite, se détrumpiser.
Et donc j'apprends à ce moment-là, un, que notre livre ne va pas paraître, et deux, que nous serions des vecteurs de trumpisation, un peu comme une maladie. Je déteste cette métaphore de la maladie, notamment quand on veut faire de moi un virus. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que dans la presse sont parus 2 articles qui annoncent que, alors suite à une fatwa lancée par un professeur du Collège de France, M. Boucheron, Pour ne pas le nommer. pour ne pas le nommer, absolument, M. Boucheron, pour ne toujours pas le nommer, celui qui donc avait organisé la cérémonie et coécrit avec Thomas Joly la cérémonie des Jeux Olympiques, eh bien, avait lancé une fatwa contre nous à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle Stand Up for Science. Enfin, il faut quand même le faire, hein, une manifestation pour défendre la science. Et pour défendre la science et la liberté académique des universitaires, il a donc appelé à la censure de notre ouvrage. Hein, en ces termes. Rendez-vous compte au PUF, un livre qui va paraître sur le wokisme. Au PUF, au PUF, au PUF. Et effectivement, on comprend 3 jours après que l'éditeur a cédé et donc a rétropédalé en refusant de publier l'ouvrage. Alors, il y a les bons et les mauvais historiens, et les bons et les mauvais chercheurs. Et c'est ça. Il y a les bons et les mauvais chercheurs. Alors, ce qui était pathétique, c'est que notre livre était dédié aux victimes de la censure, donc on se l'est dédié à nous-mêmes en réalité à ce moment-là. Et effectivement, il y a les bons et les mauvais chercheurs, et c'est M. Boucheron qui le dit. Alors, moi, M. Boucheron, quelque part, le Collège de France, ben, vos auditeurs doivent le savoir, a été créé par François Ier pour museler la Sorbonne. C'est sa fonction au Collège de France. Et de ce point de vue-là, je dirais que ce monsieur est dans son rôle d'historien du Collège de France. C'est la science nationale, la science officielle qui s'exprime, aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on pense à ce que raconte M. Boucheron, mais c'est bien ça, et qui muselle la pauvre université, le dernier clergé de notre temps, qui essaye de dire les choses un peu différemment. Alors c'est finalement votre meilleur attaché de presse, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire effectivement aux lecteurs de Boulevard Voltaire, face à l'obscurantisme woke, devient un vrai succès de librairie. Je me suis moi-même rendu à la Fnac, rupture de stock. Oui. Donc Ça c'est là encore un deuxième coup de tonnerre dans un ciel d'été. Effectivement, l'ouvrage est en rupture de stock. Alors rassurons tout de suite nos auditeurs, le livre devrait être de nouveau disponible d'ici mercredi ou jeudi. Donc ne lâchons pas l'affaire et continuons à lire l'ouvrage tous ensemble. C'est un camouflet collectif que nous infligeons à ces gens-là. Alors c'est d'autant plus formidable que vous avez décidé de ne pas toucher de droits d'auteur. Et expliquez-nous un petit peu quel est le fonctionnement et peut-être faire le lien avec votre observatoire et le travail que vous effectuez contre le wokisme dans l'université. Oui, alors, donc je suis président d'une association qui s'appelle le Laboratoire d'analyse des idéologies contemporaines, qui porte un média plus modeste que Boulevard Voltaire, hein, qui s'appelle l'Observatoire d'éthique universitaire, ex-observatoire du décolonialisme, décolonialisme.org. Et cette association, alors à propos tout à l'heure, je vous entendais, vous disiez, vous analysez le wokisme. Alors en réalité, moi je ne prétends pas être wokologue ou wokistologue, hein, appelez ça comme vous voulez, mais je pense qu'il est nécessaire que des gens de l'intérieur de l'université documentent ce qui est en train de se passer. Alors que vous l'appeliez wokisme, idéologie identitaire, obscurantisme, sophisme, voilà. Le problème, il est là, il n'y a que des universitaires pour pouvoir expliquer et documenter ce qui est en train de se passer. Donc c'est un travail que nous sommes assignés depuis maintenant presque une dizaine d'années. Moi, je dirais que je suis rentré dans cet univers quand j'ai commencé à constater que dans ma discipline, on m'interdisait de parler au nom de préceptes moraux qui me contrariaient, notamment autour des questions d'écriture inclusive. On avait publié avec Jean Slamovitch un ouvrage qui s'appelle Le sexe et la langue, qui était pour le coup un véritable pamphlet, mais de linguistes universitaires, contre l'écriture inclusive, et qui nous avait valu pas mal de démêlés. En tant que médiéviste, vous devez vous arracher les cheveux aujourd'hui. Un peu, oui. Un peu quand même. C'est l'écriture inclusive, et alors fait partie de ce phénomène, mais elle est partout. Elle est partout, puis elle est surtout partout dans l'administration et dans l'université. Moi, souvent, j'explique aux zélateurs de l'écriture inclusive que ce n'est pas une réforme de l'orthographe qui est visée par ces gens-là, c'est une réforme de la langue de l'administration. C'est un anti-Villers-Cotterêts. Et c'est-à-dire que c'est la langue de l'État qu'ils veulent réformer. Et à travers la langue de l'État, ils veulent promouvoir une nouvelle langue qui a un impact sur le politique. Et c'est ce que nous dénoncions à travers notre ouvrage. Ça nous avait valu pas mal de soucis.
Et nous en avions conclu qu'il était nécessaire de créer un observatoire, de réunir des collègues qui devaient penser comme nous. On ne peut pas être tout seul, on ne pouvait pas être que deux. Enfin, vous voyez. Et donc, on avait dit il faut créer un collectif. Et c'est ce collectif qui a organisé le fameux colloque de 2022, auquel avait participé Blanquer. Nous avions publié les actes chez Odile Jacob sur que reconstruire après la Donc déconstruction. votre observatoire a quand même de fait une certaine légitimité. Ah, nous avons une véritable légitimité scientifique. Enfin, chacun de nous a une carrière scientifique et d'universitaire. Alors, nous n'avons pas de légitimité en tant que wokistologue, parce que j'espère que la wokistologie ne sera jamais une discipline universitaire, à moins qu'on puisse créer des woke studies. Alors, j'en rêve, il faudrait qu'on crée des woke studies, mais ça serait plutôt un canular qu'autre chose. Mais effectivement, et donc c'est nous qui avons porté effectivement le colloque de 22, la publication des actes il y a 2 ans, et maintenant cet ouvrage qui avait été en réalité une commande des PUF. Alors, je dois quand même à la vérité de dire que nous avions demandé à ce que l'intégralité des droits soit versée à l'association. Et les PUF, à ce moment-là, nous ont dit « Ah ben non, c'est pas possible ». Donc il faut être honnête avec vos auditeurs, je ne prétends plus que... Alors notre démarche était saine, sincère et celle d'un clergé misérable, et malheureusement, l'éditeur n'a pas été capable de construire, j'avais envoyé Enfin, nous avons toute cette correspondance avec l'éditeur, il n'avait pas été capable de construire le contrat. Ah oui, d'accord. Bref, passons. Voilà. Alors du coup, si on revient effectivement sur le fond, comment est-ce que vous... quels sont les qualificatifs qui sont les vôtres pour décrire ce phénomène de wokisme, obscurantiste par ailleurs et ma question, y a-t-il aujourd'hui un domaine de la société qui est épargné par la diffusion de cette idéologie? Je ne sais pas d'ailleurs si vous parleriez d'idéologie. Non, je crois que vous m'avez déjà entendu. Je ne parle pas d'idéologie pour parler de ce mouvement. Moi, je lui accole 2 épithètes, hein. Le premier, c'est obscurantiste, parce qu'effectivement, on assiste à un dévoiement de la science. Alors, je dirais peut-être très simplement pour vos auditeurs, mais disons que la science est du côté de la vérité, le wokisme est du côté de la morale, du côté du bien, la pensée du bien. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, parce que beaucoup de gens doivent se dire, mais la morale, c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est que la morale n'est pas une science et que la science ne se confond pas avec la morale. La science cherche la vérité, la morale s'intéresse à la question du bien. Le domaine universitaire, c'est celui de la science. C'est celui de la science, c'est celui de la question du vrai, c'est du côté de Socrate, si vous voulez. Et les sophistes sont, eux, du côté du bien relatif. Alors le problème de cette morale woke, c'est que, d'une part, elle cherche à mettre la science sous tutelle de cette morale. Et là, on entre en contradiction avec la liberté académique. C'est-à-dire que la science ne peut pas obéir à une grille de pensée qui lui serait fournie en amont de sa démarche. La médecine n'a pas pour but de prouver qu'il existe un racisme systémique au sein de la société. Ce n'est pas son métier. S'il y a des discriminations qui sont liées à la biologie, à la société, à la médication. Ça, c'est le métier de la science. C'est le métier de la médecine de savoir quelles sont les causes des maladies, quels sont les soins apportés à des cohortes et comment ça fonctionne. Mais, à contrario, la médecine n'est pas là pour prouver que si certains groupes sont victimes de maladies plus que d'autres, c'est parce que la société est raciste en amont. Et on ne peut pas partir en amont de l'idée que c'est parce qu'une société est raciste que certaines personnes sont malades, rendant de facto la société responsable de l'absence de soins ou de la mort. Voyez ? Et c'est ce à quoi on assiste, et c'est ce que documentent très bien les oncologues et les cancérologues qui témoignent dans notre ouvrage. Je pense à Andreas Bigfalvi ou Joseph Ciccolini. On ne peut pas, au prétexte, par exemple, qu'on considérait que la question du genre comme étant fondamentale, considérer que l'évolution, le darwinisme, est une ânerie qu'on n'a plus le droit d'enseigner. Or, Leonardo Orlando a été chassé du campus de Sciences Po Reims, justement parce qu'il voulait enseigner les théories de l'évolution. Donc, le caractère obscurantiste du wokisme, il est lié à cette dimension morale qui cherche en réalité à mettre la science au pas d'une grille de lecture du monde qui est censée s'imposer à toutes les disciplines. Et cette grille de lecture, est-ce qu'elle n'est pas idéologique ? Alors, elle est peut-être idéologique. Alors, il faudrait y travailler un peu. Moi, je dis d'abord qu'elle est morale parce qu'elle s'intéresse d'abord à dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et vous savez, ces gens-là passent leur temps à nous dire « tu n'as pas le droit de dire ça, ça c'est pas bien, tu visibilises, tu es méchant, tu es agressif ». C'est du manichéisme C'est un manichéisme. Alors, c'est un manichéisme, mais contrairement aux théories de Maniché ou à la morale chrétienne, par exemple, c'est qu'il y a un refus de la pensée universelle. C'est-à-dire que c'est une morale qui se construit dans un relativisme qui présuppose
toute pensée de la morale. Alors, une pensée relative qui lutte contre la majorité au profit de groupes minoritaires, conçus comme des victimes d'une domination, ça aboutit non pas à une morale qui serait, mettons, partagée par le plus grand nombre, mais ça aboutit à une relativisation des axiomes de la morale qui remettent en cause justement les pensées invariantes de la science. Notamment, je me permets de vous couper pour évoquer le cas de Fabrice Balanche, ce professeur d'université à Lyon, dont le cours a été interrompu par des militants antifa au cri de sionistes, racistes. Cet homme n'a pas été soutenu par sa présidente d'université, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, ma question est, est-ce désormais l'ultra-gauche qui domine l'université? Elle est amusante notre question. Dominer, c'est marrant que vous pensiez à un rapport de domination, ne seriez-vous pas un peu woke? Je ne sais pas, est-ce que l'ultra-gauche a cessé de diriger l'université depuis les années 60? Alors peut-être que vous pouvez nous rassurer, parce que c'est l'impression que ça donne quand on voit Oui, je comprends. l'ensemble des blocus qui sont incessants. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, il faudrait revenir un peu, nuancer un peu cette assertion. D'abord, dans le cas de l'affaire Fabrice, vous savez, j'ai coécrit, enfin, c'est moi qui ai porté la tribune qui a dénoncé, qu'avait co-signé Luc Ferry et Blanquer, pour justement alerter l'opinion publique sur ce qui se passait sur le campus de Bron. Et on le voit avec l'affaire Fabrice Balanche. Alors vous parliez de militants antifa. En l'occurrence, c'est peut-être la première fois qu'on a des activistes islamistes, une quarantaine, ce ne sont pas des étudiants, en tout cas on n'en sait rien, qui sont rentrés sur un campus pour chasser un collègue au nom de ses positions sur la question israélienne et la question syrienne. Donc le problème est peut-être encore plus ambigu ou encore plus grave peut-être que la façon dont vous l'aviez décrit. Et c'est l'affaire Balanche, qui n'a pas été très relayée dans les médias, de mon point de vue, est extrêmement symptomatique de ce que nous voyons dans l'université aujourd'hui, c'est-à-dire une montée d'une force ou d'un courant qui exploite très bien d'ailleurs les faiblesses. Vous évoquez l'islamo-wokisme, si je ne m'abuse. Exactement, absolument. Un islamo-wokisme qui une forme de pensée radicale islamiste qui exploite très bien les failles de la morale woke pour attirer à elle une certaine jeunesse et qui, du coup, fait de l'agit-prop au sein des campus avec des conséquences sur la vie des campus eux-mêmes et sur la sociologie des universités. Donc, je ne crois pas que ce soit ça qui règne en maître dans l'université, mais on peut y voir quand même l'idée que l'université est quand même un des territoires abandonnés de la République. C'est-à-dire, contrairement peut-être à l'idée qu'ont vos auditeurs de l'université, il faut bien comprendre que, alors je le répète un peu, mais je trouve important de le dire, nos élites, avec plein de guillemets politiques, n'ont pas fréquenté les universités. Et ça reste quand même un gros problème. Ils ne connaissent pas le monde universitaire et ils ont abandonné l'idée que l'université était encore un monde gérable. C'est devenu un monde autogéré, le monde universitaire. Or, on nous assigne la tâche, avec très peu de moyens, de gérer 60% et de former 60% de la jeunesse de ce pays. Les conditions pour le faire sont celles de la République universitaire, c'est-à-dire un monde politique au sein duquel on élit. On élit les enseignants. Les enseignants sont élus sur leur poste, les enseignants sont élus sur leur poste de professeur, et au sein duquel les cadres administratifs de l'université sont élus eux-mêmes. Et ils sont élus également par leurs étudiants. Le poids du vote étudiant aujourd'hui dans l'université est majeur. Donc, vous comprenez bien que la sociologie des campus influence la sociologie des cadres de l'administration universitaire. Et inversement, les universitaires, qu'on le veuille ou non, deviennent des politiques qui ont une action politique, qui cherchent un électorat et qui cherchent à rencontrer leur électorat. Donc, votre question est intéressante parce qu'elle montre ou elle met en évidence cette relation un peu particulière qu'entretient la sociologie étudiante avec le discours politique des universités. Et est-ce qu'on peut le lier au fait qu'on le voit souvent en ce moment Rima Hassan, l'eurodéputée de la France Insoumise, est
beaucoup plus facilement, c'est peu que de le dire, invité et peut tenir ses conférences dans les universités pour tenir des propos qui frisent avec le pro-terrorisme. Et derrière, une universitaire qui est proche de votre ouvrage, puisqu'elle en a écrit un chapitre, Madame Bergeau-Blaclair, elle est quasiment interdite de parole parce qu'elle tient un discours qui cherche à analyser et à contrer l'influence des frères musulmans dans la société française. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Et Pierre-André Taguieff, dans sa conclusion à l'ouvrage, l'analyse très bien également. Vous savez, moi je crois que il y a là deux choses quand même qui sont à noter, mais qui dépassent sans doute même le cadre du livre lui-même. Mais la première, c'est que quand je vous dis que le wokisme est une morale, vous savez, la morale, c'est extrêmement simple à comprendre et c'est extrêmement simple à assimiler. Ça ne demande pas d'étudier et c'est très séduisant. Moi, je pense que pour une jeunesse qui est en quête de repères, eh bien, les mots du wokisme, la domination, l'estime, la lutte contre les discriminations, constituent un vecteur extrêmement attractif. Et vers quoi est-ce que ça les amène ? Ça les amène finalement à rentrer dans une certaine osmose avec ces grands damnés de la terre que sont aujourd'hui les musulmans, tels que les décrivent les idéologues de l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une soif de morale qu'ils retrouvent dans l'enseignement universitaire aujourd'hui. Je pense. Et vous savez, ce n'est pas un hasard si Al Jazeera en France communique en écriture inclusive. Ce sont autant de signaux qui permettent à des étudiants d'identifier des choses extrêmement simples, qui leur semblent valorisées par cette morale, et qui les attirent finalement vers cet islamo-wokisme, à considérer que, eh bien, il faut toujours être du côté de la victime de la domination, qu'il n'existe finalement dans le monde qu'une seule victime de domination, c'est le musulman, voire la femme musulmane, et qu'à partir de là, eh bien, le seul discours moral qu'on leur met entre les mains, c'est celui-là. Et c'est ça qui entraîne, je pense, ce mouvement auquel on assiste dans la jeunesse française aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le financement qui a été repéré, soulevé il y a quelques jours, d'un projet de Coran européen qui viserait à explorer l'influence du Coran sur la culture et la religion en Europe? Oui, bah sans doute, oui, bien sûr, on le voit, mais c'est ce qu'on disait hier, c'est exactement le même type de réécriture ou de révisionnisme qui sont aujourd'hui mis à la mode par cette morale woke, qui ont abouti à ce que les travaux de Guggenheim soient complètement invalidés, au prétexte qu'on ne peut pas dire autre chose aujourd'hui que l'origine des sciences est à trouver dans la science islamique du Moyen-Âge. Or, on sait bien que non. Mais il faut le dire différemment parce qu'il faut rentrer dans les standards d'une certaine forme de bien-pensance aujourd'hui, mais une bien-pensance qui est fondée sur des axiomes moraux et qui donc sont à même de séduire une jeunesse, puisque de toute façon, il n'y a rien pour les contredire. Et on ne leur offre rien, en réalité, de l'autre côté. Donc, je pense qu'il y a ce que vous dénoncez dans l'université, ou ce que vous pressentez, c'est un mouvement qui est en train d'emporter toute la société, en se basant sur, tout simplement, une espèce de grille de lecture morale du monde qui aboutit inéluctablement à ce qu'on se mette forcément du côté du dominé, de la victime éternelle, et donc à lutter de manière active pour restaurer cette victime dans ses droits supposés. Est-ce que vous ne sentez pas dans la jeunesse étudiante une soif de savoir qui est quand même censée être la caractéristique de l'université et pour transmettre une connaissance? Voilà. Non, je m'amuse, mais en vous répondant pas, mais c'est très compliqué, si vous voulez, d'un point de vue purement individuel. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour mes étudiants, mais je partage le constat de Pierre Vermeyren, tel qu'il l'a écrit d'ailleurs dans l'interview du Figaro Magazine, c'est que aujourd'hui, cette soif de connaissance, malheureusement, elle ne se rencontre pas dans nos amphithéâtres. Et le système français est de toute façon en plus ainsi fait que les bons chercheurs et les bons enseignants sont dans les universités, mais que les bons étudiants ont fait tout pour les dissuader d'y aller. Et donc on assiste à ce grand paradoxe où on a peut-être de bons étudiants qui aimeraient et qui ont peut-être cette soif de savoir, mais on les envoie en classe préparatoire, notamment vers les grandes écoles, pour bien les détourner du monde de la recherche, où ils rencontrent des enseignants qui sont sans doute de très bons enseignants, mais qui construisent leur savoir sur la lecture des livres que les universitaires écrivent pour qu'ils
racontent à leurs étudiants ce que nous, on pourrait leur raconter directement si on les avait en face de nous. Donc vous voyez que ce monde est complètement désespérant en réalité. Il faut revenir à la racine. Ce serait l'école qui devrait transmettre une soif de connaissance et d'envie de travail. Et aujourd'hui, on revient peut-être sur l'influence de téléphones, réseaux sociaux qui abrutissent un petit peu l'intellect. Peut-être, oui, peut-être, mais est-ce que ça pourrait être d'excellents outils d'éveil, j'en suis intimement persuadé, mais aujourd'hui, vous vous rendez, on envoie nos enfants de 3 ans à 20 ans dans l'école, à peu près, ils y passent 17 ans. On pourrait s'attendre à ce qu'ils ressortent de là avec une espèce d'expertise, 8 heures par jour, on les envoie de 8 heures à 18 heures à l'école pendant 17 ans. On pourrait s'attendre à ce qu'ils ressortent de là complètement éveillés, en ayant tout lu. Or, force est de constater, et les classements PISA le prouvent bien, que ce n'est pas le cas. Donc c'est bien que ce système-là, quelque part, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Moi, j'ai tendance à considérer que cette baisse d'exigence, elle est liée aussi à la baisse d'exigence universitaire. On a dépouillé l'université de ce qu'elle savait faire le mieux, c'est-à-dire la certification. On a laissé des grandes écoles certifier le doctorat, certifier les diplômes. On a sorti la formation des enseignants de l'université elle-même. On a accordé une prime aux grandes écoles, qui sont des petits milieux anglo-saxonisés complètement autonomes. Et donc aujourd'hui, on se retourne vers l'université en disant « Ah, mais vous n'êtes plus l'université prestigieuse que vous étiez il y a 200 ans. » Pardon, mais vous avez fragmenté, découpé, telle la cape de Saint-Martin, toute l'université pour la partager entre des gens. Nous n'avons plus rien à partager. Mais aujourd'hui, alors du coup, on a du mal à trouver des responsables. Parce que du coup, je rebondis sur l'introduction d'Emmanuel Hénin, qui cite des objets de recherche qui font l'objet de financement. Et on pourrait effectivement évoquer la question de ces financements, parce que c'est tout à fait sidérant de considérer que l'argent du contribuable permet des recherches, je vous cite les intitulés, l'hétéronormativité dans les sources, représentation et transgression de l'injonction hétérosexuelle, contre-je, genre et énonciation minoritaire en littérature. De fait, la littérature pourrait être infinie. Comment en est-on arrivé à financer des études, on ne sait pas qui les lit, servent-elles à quelque chose ou elles sont-elles simplement destinées aux professeurs qui pourraient toucher de fait de l'argent s'ils vont dans ce sens d'études woke que vous dénoncez? Oui, d'abord, plusieurs choses dans votre question, mais ayons d'abord l'honnêteté de rappeler que les enseignants ne touchent de l'argent que institutionnellement, c'est-à-dire pour financer des chaires, pour financer leur activité au sein des universités. Mais effectivement, on assiste à ce jeu de coq à l'âne en permanence. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Il faut que vos auditeurs comprennent que aujourd'hui, la science, elle est pilotée. Alors, qui pilote la science aujourd'hui ? Peut-être que vos auditeurs pensent que c'est la France, le gouvernement, voire le ministre. En réalité, pas du tout. La France a, depuis plusieurs années, délégué le soin de piloter ses orientations de recherche, le nucléaire, la cancérologie ou la linguistique médiévale, à l'Europe. La France donne 17 milliards par an à l'Europe, et l'Europe redistribue l'argent aux universités et aux projets européens. Il faut bien comprendre que cet argent n'est pas donné à des institutions établies. Elle est donnée à des chercheurs qui créent des équipes qui elles-mêmes se composent sur la base d'affinités autour d'un projet. Déjà, ça, c'est extrêmement problématique. Parce qu'on a des laboratoires en France, on a des équipes constituées, donc avec des cadres disciplinaires, des cadres de pensée. Et là, l'Europe, elle, ne finance pas ces laboratoires ou ces structures. Elle finance un collègue sur la base d'une agrégation de collègues qui peuvent venir de n'importe où, sur la base d'une communauté de pensée. Donc, vous appartenez par exemple à un laboratoire de littérature du 19e siècle. Alors ça, on sent que c'est chiant. Pardon, je le dis, voilà, mais on sent que c'est pas bien au niveau de l'Europe. Mais par contre, vous avez 19 collègues qui ont envie de travailler sur fluidité du genre, queer et écriture proustienne. Et donc, hop, vous créez une équipe qui, elle, va être financée. Vous allez vous retrouver avec un laboratoire qui touchait 50 000 € pour 30 chercheurs par an. Et vous allez créer un groupe qui va toucher 4 millions pour 19 collègues qui se regroupent autour d'une idée. Donc vous voyez déjà à quel point ce cadre est explosif pour la structure universitaire. Ensuite, comment est-ce qu'on est financé ? Eh bien, l'Europe dit, d'abord, elle ne vous force pas. Elle vous dit, vous pouvez très bien rester dans votre université à continuer à travailler sur la Bible au Moyen-Âge. Vous toucherez vos 500 € par an et on n'en parle plus. Bon, très bien.
Par Autant contre, des sujets passionnants. un sujet passionnant. Merci. D'ailleurs, je sors un livre sur le sujet dans 15 jours. Parenthèse. Vous reviendrez. Je vais avec plaisir. Et on va vous dire, mais en revanche, on va ouvrir des tuyaux en disant, inscrivez-vous dans ces tuyaux et on vous financera. Et là, le financement, c'est 3 à 4 millions sur 3 ou 4 ans. Donc évidemment, on ne peut pas en vouloir aux collègues de vouloir s'inscrire dans ces tuyaux et de créer des équipes transversales qu'ils vont dénommer studies, contre les disciplines universitaires. Alors, comment est-ce que se passe l'évaluation ? Eh bien, on dépose un projet, et si ce projet obéit en quelque sorte à une certaine grille de lecture anglo-saxonne de ce que c'est qu'un projet de recherche, à ce moment-là, il a une chance de toucher un financement. Évidemment, depuis 10 ans que ça dure, les collègues ont appris à se reconfigurer de cette façon pour toucher des financements. 15% des financements accordés à tous ces projets, quelle que soit la discipline, que ce soit en médecine, en physique nucléaire ou en études queer des sociétés orientales, 15% de ces financements est réservé en ressources humaines, diversité, équité, inclusion. Or, ressources humaines dans un projet de recherche, ça veut dire doctorat. C'est-à-dire qu'on finance 2 doctorats sur chaque projet de recherche sur des thématiques liées à diversité, équité, inclusion. Donc je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie en termes de politique incitative pour la reconfiguration des disciplines. Est-ce que du coup vous avez des collègues qui sont opposés à ces idées de sujets woke, mais qui du coup, pour des questions de carrière ou de nécessité tout simplement financière, adoptent ce schéma dans lequel ils sont contraints? Vous voulez dire ces petites compromissions ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais moi le premier, il m'est arrivé parfois de collaborer à des projets en me rendant parfois disponible pour alors peut-être pas des sujets aussi extravagants que celui-là, mais des choses qui ne reflétaient pas tout à fait ni mes engagements, ni mes positions, mais on n'a pas, en réalité, le choix nous est imposé. Parce qu'une fois que vous avez donné oui pour figurer sur une équipe, vous avez dit ah bah oui, compte sur moi, ou tiens, toi tu sais faire ça, est-ce que tu acceptes de, tu dis oui. Mais et puis tu te retrouves ensuite embarqué dans un projet beaucoup plus grand que toi et qui te correspond pas forcément du point de vue du pilotage à ce que tu voulais. Et puis oui, j'ai vu des collègues adopter des rhétoriques tout à fait extravagantes. Et d'ailleurs, ça devient une expertise, c'est-à-dire qu'il y a même des cellules maintenant en recherche dans les universités qui vous apprennent à adopter la rhétorique en anglais pour pouvoir candidater le mieux au projet qu'on appelle Horizon 2025, Horizon 2030, etc., qui est le nom que portent ces appels à financement dans les universités. Et alors, non seulement il y a un choix qui peut être contraint, mais il y a une sorte de chasse aux sorcières de professeurs qui n'auraient pas un enseignement qui irait dans la doxa souhaitée. On évoquait tout à l'heure un exemple, je pense que ça pourrait être intéressant de... Oui, on a l'exemple tout très récemment d'un collègue en psychologie dans une université du sud-est de la France qui parlait du trauma en cours, il y a 3 ans de ça maintenant, et qui a eu cette phrase qui a dit « Ah, mais la gestion du trauma n'est évidemment pas la même pour un homme ni pour une femme ». Et à partir de ça, l'université a extrapolé tout un dossier de commission disciplinaire qui a abouti à ce que l'enseignant soit maintenant interdit d'enseigner et sans salaire, enfin demi-salaire, pendant 2 ans, sachant qu'il arrivait à l'âge de la retraite. Je pense que c'était une façon de le mettre à la porte de l'université, ce qui est quand même invraisemblable. C'est un véritable terrorisme intellectuel. On peut l'appeler de cette façon-là, mais de toute façon, l'université a été conçue comme une grande démocratie des lettres. Donc, je ne sais pas si vous parlez de terrorisme, il s'y exprime un vote, une majorité, et on est soumis effectivement à ces pressions qui sont des pressions communautaires. Et l'hétérogénéité de la pensée au sein de l'université, qui donc a été mise au pas par ces appels à financement de projets européens, aboutit à ce qu'il y ait des pressions très fortes qui s'exercent sur les enseignants. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, comment peut-on envisager l'avenir et à travers votre combat, où est-ce qu'on peut trouver des sources d'opposition à une machine qui semble tout emporter et tout démolir avec elle? Plusieurs choses pour vous répondre. Donc la première, d'abord, c'est qu'au cœur de l'éthique universitaire demeure la liberté académique. La liberté académique, qu'est-ce que c'est ? C'est le refus de la mise sous tutelle de la science. Le choix n'est pas soit on est anti-woke, soit on est woke. Le choix est la liberté académique
au cœur du combat universitaire. Et la liberté académique, c'est revendiquer, par exemple, de pouvoir dénoncer et documenter ce que nous voyons apparaître dans l'université. Une note d'espoir est, par exemple, que nos rangs grossissent et que dans l'université, il y ait un véritable mouvement qui prenne conscience de ce problème. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je voudrais quand même attirer votre attention et celle de vos auditeurs sur le fait que l'université française, avec tous ses travers, a su résister, par exemple, à des vagues idéologiques auxquelles l'université anglo-saxonne n'a pas su résister. Je vais le dire très clairement, Tariq Ramadan a trouvé un poste en Suisse, il a trouvé des soutiens en Angleterre, mais en France, il n'a jamais réussi à être élu. Pourquoi ? Parce que l'ancienne faculté a une force incommensurable qui lui permet de résister à ce type de pénétration idéologique, morale, religieuse et politique. Le problème, c'est que la déconstruction de l'université à laquelle on assiste en ce moment, celle qui aboutit à cette reconfiguration des disciplines en studies, à l'agrégation de mouvements autour de financement, bref, toutes ces choses sont sur le point de subvertir l'université, de faire exploser le cadre disciplinaire, de faire exploser la faculté elle-même, qui est représentée grosso modo par le Conseil national des universités. Et moi, je pense qu'une note d'espoir, c'est celle qui consisterait à redorer le blason de l'université en rendant aux disciplines leur légitimité, en rendant aux grands cadres institutionnels de l'université leur force, pour justement contrer ce mouvement qui est un mouvement de perdition. Et c'est ce à quoi nous appelons en réalité dans l'ouvrage, c'est-à-dire renforcer l'université dans sa légitimité, remettre dans l'alma mater tout ce qui était de la compétence de l'alma mater. C'est l'université qui doit légitimer les diplômes, c'est l'université qui doit certifier, c'est de l'université que doivent découler la légitimité des classes préparatoires et des grandes écoles, mais en échange, il faut que l'université redevienne l'université forte dans ses disciplines, cadrée avec un cadre disciplinaire fort et coercitif qui empêche cette espèce d'explosion dans une constellation de studies qui est à la fois pernicieuse et extrêmement dangereuse politiquement. Parce qu'en réalité, la question politique, et je terminerai là-dessus, elle est extrêmement importante. Derrière les disciplines se pose la question de la formation de la jeunesse. Les disciplines de l'université, c'est la tête d'un enfant bien fait, entre 16 et 20 ans. Si dans l'université, on dit que la linguistique est une discipline, on enseignera la grammaire aux enfants. Si l'université dit demain que c'est la magie et l'écriture inclusive, la discipline, après-demain, on enseignera la magie et l'écriture inclusive dans les collèges et les lycées. Et ça, c'est un problème. Ensuite, la science n'a rien à voir ni avec la morale, ni avec la politique. Or, aujourd'hui, les mouvements politiques auxquels vous pensiez tout à l'heure tendent à se référer à la science pour légitimer l'action politique. Et ce lysenkisme-là, il est extrêmement dangereux, parce que dès lors qu'une idéologie politique vous dit « j'ai raison, la science l'a prouvé », c'est toute la démocratie qu'on attaque, c'est l'idée même du phénomène majoritaire qu'on attaque, et ça, il faut s'y opposer. Et à mon avis, on ne peut le faire qu'en formant bien la jeunesse, dans un cadre institutionnel renforcé et protégé de ces actions. Merci beaucoup, Xavier C'est moi qui vous Salvador. remercie. Je pense qu'effectivement, cet ouvrage est une note d'espoir, chers auditeurs et lecteurs de Boulevard Voltaire, parce que c'est une réponse à la machine à broyer woke qui s'installe dans la société et notamment à l'université. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici à Boulevard Voltaire. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site bvoltaire.fr, très exactement. Et donc, vous y trouverez de quoi vous inscrire pour recevoir tous les matins un traitement patriote de l'actualité. Boulevard Voltaire, c'est un quotidien gratuit. Si vous souhaitez nous soutenir, vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. Et à la semaine prochaine pour un nouveau grand invité.